sur la web radio Ville Lumière. Ce soir, nous accueillons avec plaisir Monsieur Florent Ferrero. Bonsoir, bonsoir Monsieur Florent Ferrero. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'accepter cette invitation. Donc je le rappelle sur la web radio Ville Lumière. Nous avons aussi un auditeur, un jeune auditeur, joueur de handball sur Albert. Je te laisse te présenter, Ruben. Oui, alors bonjour à tous les auditeurs. Donc je m'appelle Ruben, j'ai 13 ans. Donc je joue au club d'Albert, en mannequin, et je suis demi-montre. Voilà. Et nous avons aussi le président et fondateur de la web radio Ville Lumière, François, qui est avec nous. Bonsoir François. Bonsoir à tous les auditeurs et bonsoir aussi à Monsieur Ferrero. Et merci encore à Monsieur Ferrero d'avoir accepté l'invitation de la web radio Ville Lumière. Bonsoir et merci à vous d'avoir la chance de pouvoir me faire connaître un peu et puis surtout connaître mon club et ainsi que le handball, c'est important. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par vous présenter à tous nos éditeurs. Donc, vous avez 28 ans. Vous jouez au club de Nîmes, donc qui évolue actuellement en division 1, donc à l'élite du handball français. Vous jouez pivot, c'est ça. Et donc vous êtes depuis 2 ans dans le club de Nîmes. Exactement. Voilà. Donc je vais commencer par ma première question. Donc vous êtes arrivé en fait au début de la saison 2014-2015, si je ne me trompe pas, dans le club de Nîmes. Vous venez du club de Saintes qui évoluait en National 1. Vous y avez passé 4 ans dans ce club. Je voulais savoir, ma première question, c'est comment avez-vous fait pour vous maintenir et puis progresser à ce niveau-là, parce que vous êtes passé de la National 1 à la Division 1, donc vous avez sauté une division en termes de professionnels et avoir maintenant le poste de pivot et de capitaine dans cette équipe de Nîmes. Alors, la première des choses, donc je suis arrivé donc à la saison 2013-2014 à Nîmes. J'ai été repéré par l'entraîneur quand à l'époque je jouais à Saintes, puisqu'on avait déjà joué l'un contre l'autre à l'époque où Saintes évoluait encore en 2e division. Donc nous avions fait des matchs amicaux, on avait joué l'un contre l'autre, donc l'entraîneur m'avait repéré par ce bout-là. Derrière, donc j'ai effectué ma première saison l'année dernière à Nîmes, qui s'est plutôt bien passé, aussi bien collectivement que individuellement. Et ça m'est suivi derrière la proposition du rôle de capitaine au sein du groupe que clairement je ne pouvais pas refuser. Donc voilà, me voilà capitaine et joueur à Lucerne pour ma 10e saison. D'accord. Vous avez joué, donc vous jouez au poste de pivot à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez joué à un autre poste dans votre carrière? Oui, ça m'est arrivé d'évoluer à un moment donné de ma carrière sur le poste, sur les 3 postes de la base arrière, donc arrière gauche, arrière droit et demi-centre. Mais c'était un court intermède de 2 saisons. Ensuite, je suis vite revenu à mes premiers amours au poste de pivot. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce poste-là par rapport, parce que moi en tant que joueur amateur, j'ai joué quelques années pivot, maintenant je suis gardien de but. Qu'est-ce qui vous a plu le plus dans ce poste? Est-ce que c'est le fait de pouvoir faire des blocs et puis pour que vos ailiers et vos arrières, enfin surtout vos arrières puissent passer, ou c'est la relation avec votre demi-centre qui vous plaît le plus? Non, mais je pense déjà que la dimension physique du poste est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il faut avant tout aimer le combat et aimer
aimer aller au charbon, comme on dit. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur. Après, le poste de pivot, c'est un poste qui est, comme on appelle, un aura, parce que c'est vrai qu'on passe quand même plus de temps à travailler pour les autres que pour soi-même. Maintenant, c'est quelque chose qui me va bien. Avec les années, j'ai su m'y faire et je m'en sors plutôt bien. Donc, je pense que je ne me suis pas trompé dans le choix du poste. Alors, par rapport à vos statistiques de cette année, donc vous avez effectué 17 matchs, marqué 51 buts, soit une moyenne de 3 buts par match. En tant que pivot, donc comme vous l'avez dit, vous travaillez pour les autres et des fois provoquer des jets de 7 mètres. Donc pour nos auditeurs, c'est des pénaltys en gros. Ma question en fait, c'est pourquoi dans votre saison vous n'avez pas tiré, vous n'avez pas tenté, vous avez tenté aucun jet de 7 mètres. Bon, déjà, il faut savoir que généralement, des joueurs qui obtiennent les pénaltys, les 7 mètres, c'est essentiellement des joueurs de la base avant, donc des ailiers ou des pivots. Donc souvent quand même des pivots, et c'est vrai qu'on part d'un principe, on dit que le joueur qui a subi la faute ne doit jamais aller se présenter au pénalty. Donc étant donné que souvent les pivots sont pas même à obtenir les pénaltys, derrière il est logique qu'on ne les envoie pas qu'il y ait le 7 mètres derrière. D'accord. Donc là, en fait, on va parler un peu du championnat. Donc vous avez perdu la semaine dernière contre Dunkerque. C'est une équipe de haut tableau. Vous, à l'heure actuelle, vous êtes 11e. Donc vous jouez pour le maintien. Vous avez perdu d'un but, si je ne me trompe pas. 24-25, c'est ça. Voilà. Et en Coupe de France, en 8e de finale fin février, vous avez perdu aussi d'un but contre Ivry. Je voulais savoir quel a été le petit moins en fait pour ne pas pouvoir passer devant à la fin du match. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus? Déjà dans les deux matchs, c'est deux scénarios qui sont complètement différents, puisque en deuxième mi-temps, clairement, à Ivry en Coupe de France, on n'a pas du tout mis les ingrédients qui avaient fait que la première mi-temps, on avait pu regagner les vestiaires avec 3 buts d'avance. Donc du coup, on a vraiment déjoué en deuxième mi-temps, donc c'est ce qui explique le fait qu'on sorte de cette Coupe de France en perdant d'un but à Ivry. Pour Dunkerque, c'est un petit peu différent, puisque c'est un match qui a été accroché tout du long, où on a été dans le match tout du long. On a fait un match de grande qualité, contre une très belle équipe de Dunkerque qui est champion de France en titre. Donc, oui. Voilà, après, ça se joue à des détails. C'est malheureux parce que je pense qu'on aurait pu tuer le match, on n'a pas su le faire. Ça, c'est assez un fait. Après, par contre, sur la fin, on a quand même des événements un petit peu extérieurs qui nous ont un petit peu compliqué la fin de match. Mais bon, ça, après, ça fait partie du sport, c'est comme ça. Et vous aviez déclaré sur le site de Ivry, sur une interview, qu'il avait manqué d'engagement et de finition lors de cette malheureuse défaite, quoi. À Ivry, clairement, en deuxième mi-temps, quand je vous dis on n'a pas mis les ingrédients sur panier, c'était du combat, de l'engagement, de l'état d'esprit, et pour tout ça, finaliser les actions au mieux en mettant des buts. Donc ça faisait quand même beaucoup d'ingrédients manquants pour espérer remporter un match de Coupe de France chez un adversaire qui a vendu chèrement sa peau. Tout à fait. Et c'est vrai que là, vous allez jouer contre le Paris Saint-Germain le 11 mars, là, dans 2 jours. Qu'est-ce que vous visez sur ce match-là, en fait? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme... Déjà, premièrement, on joue tous les matchs pour les gagner. Après, il faut aussi se dire que ça va être très compliqué. On va quand même chez un adversaire qui a sûrement un des plus gros collectifs, si ce n'est le meilleur collectif de la division. Voilà, maintenant en ce moment ils sont pas très très bien, ils traversent une période un petit peu de doute. Donc c'est à nous aussi d'essayer de venir mettre notre grain de sable dans la machine, dans leur machine. On sait qu'ils ont un match très important dimanche, donc mercredi on espère qu'ils vont se lâcher un peu du lest, et si nous éventuellement nous faisons une très grosse performance, pourquoi pas les embêter le plus longtemps possible. Tout à fait.
Je rappelle que donc lors de la dernière journée, et donc la semaine dernière, nous avons eu l'honneur de recevoir Jérôme Fernandez, joueur de Toulouse et capitaine emblématique de l'équipe de France. Ils ont fait donc un match nul 29-29 contre le Paris Saint-Germain, ce qui a fait défaut pour la suite du championnat, comme dit Florent Ferrero. Ils sont un peu dans le doute, Paris. Je voulais savoir si vous alliez prendre en fait les mêmes bases que le match que vous avez fait contre Dunkerque pour essayer cette fois-ci de battre une équipe de haut tableau, c'est-à-dire le PSG. Bah oui, c'est sûr qu'on va essayer de mettre les mêmes ingrédients avec le même plan de jeu mis en place contre Dunkerque. Après, tous les matchs ne se ressemblent pas et c'est vrai que tous les scénarios sont différents. Maintenant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se rend dans la capitale avec beaucoup d'appétit, beaucoup de respect pour cette équipe, mais on y va avec beaucoup d'appétit et si on a la possibilité éventuellement de faire un coup sur ce match-là, on s'en gênera pas. Tout à fait. D'accord. Ruben? Vas-y, François. Ruben, Oui. tu peux poser ta question? Oui, donc, vous parlez des techniques pour rentrer dans la défense en demi, quoi. Je sais pas, j'ai pas trop d'idées comment rentrer des techniques, des techniques pour pénétrer dans la défense sans tellement se faire attraper, quoi. C'est un petit peu compliqué, mais disons que la distance de combat, c'est important. Il faut trouver la bonne distance de l'attaquant par rapport au défenseur de façon à pas se faire attraper. Donc, essayer de trouver la distance qui va permettre et d'être dangereux et éventuellement de marquer des buts, mais surtout de ne pas se faire attraper par les défenseurs. Donc ça, après, c'est de la théorie, mais c'est vrai que voilà, c'est à l'entraînement que ça se travaille. On essaye de prendre régulièrement sa balle en course et puis derrière d'essayer de trouver la meilleure distance possible par rapport à la défense pour être dangereux et être capable de mettre des buts régulièrement. D'accord, merci. Et ne pas prendre ta balle directement aux 9 mètres, parce que si ta défense est en escalier, ton défenseur, en fait, au moment où tu attraperas la balle, il t'attrapera au même moment. Donc, essayer d'avoir la balle, de rattraper ta balle avant les 9, quoi. Ok. Merci beaucoup. Je voulais savoir par rapport au PSG, qu'est-ce que vous pensez de cette saison du PSG et de l'équipe en général? L'équipe en général, je pense que, comme je vous ai dit, il y a quand même des joueurs de renommée mondiale à tous les postes. C'est quand même, je pense, l'équipe la plus fournie en termes d'effectifs du championnat. Après, ils ont peut-être mis un petit peu de temps à trouver leur carburation, à trouver leur rythme de croisière. Maintenant, ils sont dans une phase très importante pour eux. Ils sont encore en lice pour l'équipe des champions de France. Ils sont encore en lice en Coupe de France et ils sont surtout en huitième de finale de la Ligue des Champions. Donc contre Dunkerque, tout à fait, contre Dunkerque, exactement. Donc c'est quand même une très grosse saison pour le PSG. Après, c'est aussi ce qui fait que les autres équipes espèrent à des moments pouvoir les accrocher parce qu'ils sont tellement en lice sur plusieurs tableaux qu'à un moment donné, on espère qu'ils arrivent un petit peu fatigués sur certains matchs de façon à éventuellement pouvoir créer l'exploit et battre cette équipe du PSG. Mais dans votre effectif de Nîmes, vous avez aussi un joueur polonais. Son nom, il est un petit peu, c'est Pavel Bodisaldo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ah d'accord, pardon pour les auditeurs. C'était une question d'un auditeur en fait. Il a mis 90 buts cette saison et 11 passes décisives. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est une question d'un auditeur. Là, il nous demande qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre collègue. Il est 12e au classement aussi. Écoutez, c'est un international polonais sur le poste d'arrière gauche qui nous a rejoint cette année en provenance du CSKA. C'est une vraie force de frappe, c'est un vrai tireur de loin. C'est un joueur qui est complet parce qu'il défend également. Et puis, malgré sa grande taille,
c'est quand même un joueur qui est très habile et très à l'aise en termes de motricité. Donc c'est aussi un joueur qui est capable de faire des duels. Donc on est très content que Pavel nous ait rejoint cette année. Et comme vous avez dit, c'est statistique pour lui. Donc c'est un très très bon joueur. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a fait, vous, à aimer le hand et à passer professionnel et à faire une aussi brillante carrière? Alors, le handball, c'est par le biais de mon grand frère qui en a fait avant moi. Et après être allé le voir plusieurs fois en entraînement, je suis tombé là-dedans. Après, passer professionnel, c'est aussi un concours de circonstances. Je sais que c'est pas donné à tout le monde. On travaille beaucoup, on a essayé. Moi, j'ai eu l'opportunité de partir en région parisienne pour aller faire une détection. Donc, j'ai été repéré par le club de Ponte-Combo, qui à l'époque évoluait en deuxième division, mais accédé à la première division. Donc, je suis resté 2 ans dans le club de Ponte-Combo. Ensuite, j'ai joué 4 ans à Nantes, où j'ai joué en première division et en deuxième. Ensuite, 4 ans à Saintes, où j'ai joué en seconde division et en troisième, du coup, après une relégation administrative. Et ensuite, maintenant, 2 ans à Nîmes. Voilà. D'accord. Frédéric? Oui, donc comme vous l'avez dit, vous avez joué à Saintes avant d'aller aller dans le club de Nîmes. Je voulais savoir quel était votre plus beau souvenir durant ces 4 saisons dans le club de Saintes. Mais mon plus beau souvenir, j'en ai pas un particulièrement spécialement. Maintenant, j'ai vécu 4 très belles années à Saintes, aussi bien sportivement que humainement. J'ai rencontré des gens formidables, des gens avec qui j'ai lié des liens d'amitié très forts. Donc voilà, c'est un endroit dans lequel j'ai aimé jouer au handball. Il y avait une très très forte identité handball dans cette ville, puisque c'était le seul sport professionnel et entre guillemets un petit peu médiatique de la ville. Donc c'est vrai qu'on avait quand même un grand engouement autour du handball. Voilà, Saintes, ça a été un passage de ma vie et ça restera un club qui m'a marqué dans tous les secteurs. D'accord. Donc là, au niveau international, donc il y a eu le mondial cette année au Qatar où je rappelle à tous nos auditeurs que l'équipe de France est une nouvelle fois championne du monde. Alors, en 2017, ce championnat du monde se jouera en France. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ou quel serait le plus pour vous pour jouer le prochain championnat du monde et rejoindre le groupe France? Il faudrait à la blessure d'une dizaine de joueurs toute la réserve possible à mon poste sur le poste de pivot en équipe de France. Non, sans rire. Voilà, moi je ne prétends pas à ce genre de choses. Je joue à mon niveau. Je suis très fier et très heureux pour cette belle équipe de France de tout ce qu'elle a pu faire et de tout ce qu'elle va faire encore, j'en suis sûr. Voilà, je pense que les joueurs au poste de pivot en équipe de France font partie du top 3 mondial à ce poste-là. Donc voilà, il faut respecter leur travail, rester humble, travailler de son côté et puis essayer de faire les choses les plus belles possibles en club et ce sera déjà bon. Oui, parce que déjà, enfin, si je peux me permettre de jouer en élite dans le championnat de France, à votre poste et tout ça, c'est déjà plus que mémorable et c'est une très très belle performance de jouer dans l'élite française. Et surtout qu'il est capitaine aussi de son équipe. Quelles sont les qualités d'un bon capitaine, quelles sont les qualités d'un capitaine pour vous? Les qualités d'un capitaine, je pense que c'est déjà d'essayer d'être le plus exemplaire possible. Donc par l'engagement, par l'attitude, par l'état d'esprit. Voilà, je pense que c'est les bases les plus importantes d'un rôle du capitaine. Après, il faut aussi être capable d'être le meilleur relais possible du groupe vers l'entraîneur et de l'entraîneur vers le groupe. Donc il faut essayer d'être à l'écoute le plus possible. Et puis derrière, essayer d'être, comme je vous ai dit, le meilleur relais possible. D'accord.
D'accord. Au niveau amateur dans lequel je joue, nous, on a ce qu'on appelle un capitaine de défense, un capitaine d'attaque. Je voulais savoir, vous, est-ce que vous êtes plutôt capitaine de défense, capitaine d'attaque ou capitaine général, vous faites les deux? Bon, c'est vrai que nous, au niveau professionnel, on a ce qu'on appelle un patron de défense, donc qui est généralement le numéro 3 bas, qui est le patron de la défense, comme pouvait l'être Didier Dinard en équipe de France. Voilà. Offensivement, c'est la même chose. On a un patron d'attaque qui est généralement le demi-centre, celui qui gère le jeu, qui met en place toutes les tactiques et les offensives. Donc voilà, après, moi, mon rôle, c'est pas spécialement d'intervenir dans un secteur particulier. C'est d'essayer de, comme je vous ai dit, d'être le garant de l'état d'esprit, d'être le garant de l'engagement et des valeurs que représente le club de Nîmes partout en France. D'accord. François, est-ce que tu as une autre question pour notre invité? Je vais demander à Ruben. Ruben, tu as une autre question, non? Non, pas spécialement. D'accord. Moi, j'ai plus trop de questions là pour l'instant. On a parlé aussi du match du 11. T'as encore des questions, Frédéric? Vas-y, poursuis par rapport au championnat, par rapport à dimanche, enfin par rapport à vendredi plutôt. Non, par rapport à après-demain, pardon, je suis désolé. Il a un petit peu... Non, mais par rapport donc moi j'ai une dernière question par rapport au championnat. Donc là, donc je le rappelle, après-demain vous jouez contre le PSG. En face de vous, il y aura sûrement Thierry Omeyer, qui est le gardien pour moi le meilleur du monde et donc international français. Quelle est votre technique pour battre les gardiens en tant que pivot? Est-ce que vous attendez la dernière position, c'est-à-dire limite couché par terre avant de faire votre shoot, ou vous êtes plus un joueur qui tente des petites roucoulettes ou des tirs bien placés et pas forcément à efficience? Ben, je vous cache pas que c'est jamais très facile à l'avance de prévoir comment battre un gardien comme Thierry Omeyer. Après, c'est vrai que dans tous les cas, on va dire que la chose principale qu'il faut prendre en compte, c'est de prendre du temps, parce qu'il faut quand même se donner le temps de le regarder, parce que c'est un gardien qui va très vite et qui a un placement qui est vraiment très très bon. Donc il faut se laisser du temps et puis essayer de le piéger le plus possible. Après, on sait que c'est compliqué, donc on s'y prépare au mieux. On sait qu'on risque d'avoir des échecs également. On n'est quand même pas le meilleur gardien de tous les temps pour rien. Donc voilà. Et puis il faut rester humble et puis travailler du mieux possible, et puis le jour J avec beaucoup d'envie et beaucoup d'abnégation. Pourquoi pas le battre à chaque fois. D'accord. D'accord. Dans votre saison, donc sur les 17 matchs, vous avez eu que 6 fois un avertissement, donc un 2 minutes. Ce qui est pour moi exceptionnel pour un pivot. Après, je me trompe peut-être, mais quelle est votre force pour éviter une faute, enfin pas une faute de défense, mais plus une faute qui suit un avertissement et un 2 minutes? Bah écoutez, déjà premièrement, je suis pas toujours aligné en défense, justement pour aussi de temps en temps d'économiser un petit peu. Donc les entraîneurs font aussi le choix de me faire le changement en attaque-défense, de façon à ce que sur la défense je puisse un petit peu souffler. Donc voilà, donc je rends hommage aussi à tous mes coéquipiers qui font que notre défense est de qualité et qu'on arrive à mettre en échec toutes les autres équipes. Après voilà, c'est aussi, ça dépend des scénarios, comme je vous disais, il y a des matchs où on est plus à même d'être sanctionné
parce que le jeu de l'adversaire est peut-être un petit peu plus atypique que les nôtres, donc du coup on a tendance à être mis peut-être un peu plus en danger. Voilà, après pour le moment je suis assez heureux, j'ai pas été trop sanctionné, j'espère que ça continuera comme ça. J'espère aussi pour vous. C'est gentil. D'accord. Donc Frédéric, tu as fini, non? Pour moi, c'est bon. D'accord. Ben, on tenait à remercier énormément Monsieur Florent Ferrero d'être passé sur la radio Ville Lumière. Merci à vous. C'est très gentil. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Et Ruben aussi, merci d'être passé en tant qu'auditeur. Tu as réalisé ton rêve, hein, parler à un pro du championnat de France. Donc j'espère que tu es content. Oui, bah, d'ailleurs, je vous remercie fortement de m'avoir invité. Bah, de rien. De rien. Bonne continuation à vous. Et surtout, Merci. bonne chance et bon courage aussi pour le match, Monsieur Ferrero, contre le Paris Saint-Germain. Donc pour les auditeurs, c'est le 11 mars 2015 à 20h30, donc au stade Pierre de Coubertin. Donc soyez nombreux. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Ferrero. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Merci. Voilà, on n'est plus en direct. D'accord. Ça a été? Du coup? Ça a été? Ouais, bah merci. Hein. Bah de rien. Un peu stressé, non, peut-être. Oh, fou. Enfin, stressé ou pas. Enfin, je dirais pas stressé, je dis.